Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'America à The Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 125e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 4 juillet, il est exactement 9h et nous allons parler aujourd'hui du Test Event olympique de Marseille, véritable répétition grandeur nature des épreuves de voile des Jeux olympiques de Paris 2024. Un Test Event qui débute dimanche 9 juillet pour s'achever une semaine plus tard. 2 de nos 3 invités y participent au sein de l'équipe de France. La première en 49er FX aux côtés de Lara Granier. Il s'agit d'Amélie Rioux qui est déjà sur place à Marseille. Salut Amélie. Bonjour. La seconde est également à Marseille. Elle va rejoindre le plan d'eau du Test Event dès cet épisode terminé pour aller s'entraîner en Accra 17 aux côtés de Tim Mourniac. C'est la jeune Lou Berthomieux, 21 ans. Salut Lou. Bonjour. Notre troisième invité ne sera pas sur l'eau à Marseille, mais j'imagine qu'il va suivre de très près ces épreuves. Il connaît bien cette ambiance de Test Event. Pour en avoir fait quelques-uns, il a été médaillé de bronze en fine des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il a été également champion d'Europe et 2 fois deuxième des championnats du monde de fine, qui n'est plus une discipline olympique. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Jonathan Laubert, qui est chez lui du côté de La Rochelle. Salut John. Bonjour à tous. Eh ben, John, on va peut-être commencer justement par toi. Comme je le disais, tu as disputé des test events. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste un test event? Oui, absolument. Le test event, c'est vraiment la répétition générale avant les Jeux. C'est une régate qui est à la fois très importante pour les coureurs, mais aussi pour les organisateurs, parce qu'en fait, elle permet à tout le monde de se mettre en mode JO, en quelque sorte. L'idée, c'est un peu de se retrouver dans la configuration exactement comme pendant les Jeux. Ça permet à tout le monde de reconnaître le plan d'eau. Ça permet aux coureurs de se jauger, de se mesurer, de savoir un petit peu tout le travail qui reste encore à faire avant l'échéance de l'année prochaine. Et pour les organisateurs, c'est un petit peu la même chose. Ça va permettre au comité de course, aux mouilleurs, aux organisateurs de manière générale, de prendre un petit peu la température et de voir toutes les améliorations possibles en vue des prochains Jeux. Amélie, Lou, vous êtes déjà sur place. Est-ce que justement vous sentez une atmosphère particulière? Est-ce que ça quelque part ça commence à ressembler un petit peu à des Jeux? On va commencer avec toi, Amélie. Oui, complètement. Alors déjà, nous, l'équipe de France, on a eu la chance de pouvoir se positionner aux avant-postes sur le parking. Donc, c'était marrant à voir parce que au début, il y avait que les bateaux français qui étaient positionnés. Mais là, ce week-end et même depuis hier, lundi, ça a commencé à se remplir. Donc, on sent une certaine effervescence. Et oui, ça commence à ressembler à quelque chose. Et je pense que il y a beaucoup de monde qui ont travaillé beaucoup derrière tout ça. Et ça fait plaisir à voir comment ça se met en place. Lou, comment tu ressens toi l'atmosphère un petit peu depuis que tu es arrivé à Marseille? Comme le dit Amélie, c'est vrai qu'on était seuls au début. On a eu la chance de pouvoir mettre nos bateaux où on souhaitait. Et là, tous les étrangers qui arrivent, c'est vrai qu'on peut leur dire bonjour du coup maintenant. On les a jamais vus dans ce qui est devenu la Marina Olympique, puisque de base c'était pour nous la maison de l'équipe de France.
Du coup, maintenant, on partage notre terrain de jeu et on comprend bien que Paris 2024 a fait un très beau travail et que ça y est, on y est et le test event, ça arrive pour très bientôt. Et à quoi elle ressemble alors, cette marina olympique? Elle est complètement terminée ou j'avais cru comprendre que c'était complètement terminé en septembre? Ça en est où exactement sur place? Non, elle est pas complètement terminée. Il reste encore, je pense, des bâtiments qui attendent d'être construits. Mais c'est vrai que en fait, là, on se rend vraiment compte que c'est une très grande marina, qu'il va y avoir beaucoup de place et que ça va accueillir beaucoup de monde. Donc, on voit que les travaux ont vraiment bien avancé et que pour Paris 2024, ceux qui participeront au jeu auront une marina olympique juste incroyable. Amélie, du coup, l'équipe de France, elle s'est déjà installée dans ces nouvelles infrastructures. Comment c'est sur place? Comment vous êtes installés du côté de l'équipe de France? Oui, ça fait un moment maintenant qu'on est installé. Il me semble que c'est depuis janvier 2023 qu'on est installé dans la partie ce qu'on appelle plus Pôle France. Et mais il faut savoir que pour le test event, on n'a pas du tout accès à ces locaux à même titre que les étrangers. Donc on est logé à la même enseigne. Mais après, il y a d'autres bâtiments qui ont été livrés, le bâtiment 2, ce qu'ils appellent le bâtiment 2 et 3, qui correspond aux vestiaires pour les test events et aussi une zone de médias aussi également. Mais voilà, on est quand même logé à la même enseigne que les étrangers et ensuite on aura la chance d'être dans l'hôtel l'ENH qui est aussi dans la marina. Donc pour l'instant, tous les athlètes sont un petit peu dispersés chez eux encore et puis à partir du 7, on va se retrouver dans cet hôtel tous ensemble pour voilà vraiment créer un esprit d'équipe et travailler ensemble parce que c'est vrai que c'est le premier événement aussi où on se retrouve un peu collectivement ensemble dans le même hébergement. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de fédérer les gens. John, pour revenir sur le test event olympique, est-ce que tu peux nous dire, c'est un format strictement identique à celui des Jeux, avec le même nombre d'athlètes, le même nombre de manches? Comment ça se passe exactement sur l'eau? Effectivement, sur le format, c'est très proche de celui des Jeux. On a le même nombre de manches. L'idée, c'est d'essayer de coller le plus possible à l'organisation des Jeux. La seule différence, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs athlètes qui vont être représentés par pays. Euh, Souvent, c'est deux. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi permettre de mettre en concurrence deux équipages et de pouvoir avoir un petit peu ce que ça peut donner et aussi d'essayer de détecter quel est l'athlète ou l'équipage qui sera le plus performant sur ce plan d'eau. D'accord. Ce qui n'est pas, pour le coup, le cas de l'équipe de France. Amélie Lou, vous me confirmez, il y a seulement un tandem ou un athlète par discipline. Lou, c'est ça? Oui, c'est ça. En tout cas, pour nous, cette année, ce sera ça. Après, je pense que dans le passé, par exemple, pour les Italiens, nous en Accra 17, quand ils étaient tout le temps sur les podiums, là, ils envoyaient deux bateaux pour faire leur choix. Ouais, Ouais, Vas-y, je Amélie. pense que John, tu me dis si je me trompe, mais je pense que l'année post-olympique, juste avant les Jeux, c'est que un représentant par pays et par nation. Et du coup, je pense que c'est vrai pour toutes les autres équipes, quoi. Effectivement, tu as raison. Écoutez, avant de parler de la concurrence et de vos objectifs respectifs à Marseille, Amélie et Lou, revenons un petit peu en arrière. Racontez-nous un petit peu comment vous avez monté ce projet de préparation olympique. On va commencer avec toi, Amélie. Toi, c'est ta deuxième PO, si je me trompe pas. Tu en avais fait une première en laser radial. Raconte-nous un petit peu comment tu as mis en place tout ça. Eh ben oui, moi j'ai fait une première PO à Rio sur la PO sur la PO de 2016 et j'avais d'ailleurs fait un test event. C'était pas celui juste avant l'année avant les Jeux, ça devait être celui où il y avait 2 ans auparavant. Du coup, on était deux représentantes françaises. Et puis ben là, du coup, ça fait un petit moment maintenant que j'ai fini avec le solitaire et que j'évolue dans le double. Et depuis septembre, alors je me trompe tout le temps dans les années, mais il me semble que c'est septembre 2021, je me suis associée à Lara Granier sur le 49er FX. Donc moi, je suis équipière et elle est le bar. Et voilà, je regrette pas du tout mon choix. C'est vrai que moi, je me suis tournée vers le double parce que après avoir fait énormément de solitaire, j'avais le sentiment que je pouvais exprimer le entre guillemets 100% voire 120% de mon potentiel en étant aux côtés d'une autre personne. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers le double et je regrette pas du tout parce que voilà, il y a des dimensions qu'on n'a pas dans le solitaire, notamment tout ce qui est communication, gestion du binôme, tout ça
la relation humaine, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, c'est hyper fort et voilà, je regrette pas mon aventure et je suis prête à en découdre jusqu'au bout pour aller chercher ce Graal olympique. Oui, avant de te lancer en 49er FX, tu as fait un passage aussi en Accra 17, je crois d'ailleurs, avec Tim Mourniac, qui est l'actuel partenaire de Lou, c'est ça? Exactement, ouais, j'ai fait pas mal de choses avant le Forti. J'ai également fait un petit passage en Accra 17, qui m'a permis de découvrir voilà le double et avant de me tourner sur le 49er. Alors les deux bateaux, c'est vraiment des bateaux grisants en termes de vitesse. Moi, c'est vrai que j'adore ça et par rapport au laser, j'ai vraiment fait un grand écart, mais je me rends compte que je m'éclate à fond dans ces supports qui vont vite et où faut percuter pour prendre des décisions, quoi. Et justement, c'est pas trop compliqué quand on vient d'un support, quand on a fait une grande partie de son parcours sur un support en solitaire, de s'acclimater à un nouveau support qui est forcément un petit Bah, peu différent. compliqué, faut s'adapter, c'est tout. Enfin moi c'est ce que j'adore, c'est challengeant, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est sûr, hein, j'aurais pu faire du laser pendant encore des années, mais voilà, je sentais qu'il fallait que je m'ouvre sur autre chose et voilà, je me suis ouvert sur le double. Fallait que je m'adapte. Ça a pas été facile, mais voilà, faut retrousser ses manches et moi c'est ce que j'aime, c'est jamais rester dans ma zone de confort, c'est toujours aller chercher plus pour donner une meilleure version de moi-même. Et comment tu as fait le choix de ton équipière, Lara Granier? Alors moi j'avais un prérequis de base. Je voulais partir avec quelqu'un où j'avais ce sentiment que la gestion humaine elle allait être simple. Alors vous allez me dire c'est quand même facile à dire comme ça. Juste on fait quelques entraînements pendant 2 fois et enfin ouais, 2 entraînements et vous vous dites oh bah c'est bon, la gestion humaine je sens qu'elle va être simple. Mais voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai eu un feeling. Je me suis dit bon, je sens qu'avec Lara quand même, parce que bon, faut dans une prépa olympique, on va pas se mentir, c'est jamais simple, c'est jamais tout beau tout rose. Il y a quand même des hauts, des bas. C'est un peu comme un couple. Moi, je dis que c'est souvent même pire qu'un couple ou plus fort qu'un couple. Je sais pas comment le tourner. Mais je me suis pas trompée. J'ai eu un feeling que j'ai suivi et voilà, je regrette pas. John, quel est ton regard sur le pari qui est tenté par Amélie après avoir fait du laser radial pendant longtemps, de se lancer sur un autre support en vue d'une nouvelle campagne olympique? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est un formidable challenge. Je pense qu'Amélie, quand je l'avais rencontrée à l'époque où elle naviguait en laser, je sentais bien qu'elle arrivait un petit peu au bout de ce qu'elle pouvait faire en laser et ce qu'elle avait envie de faire. Elle avait envie d'autre chose. Et c'est super de la voir aussi épanouie et performante dans cette nouvelle discipline. Lou, on va passer à toi. Toi, tu as 21 ans, hein, si je me trompe pas. Tu disputes c'est ta première préparation olympique. Comment toi, tu t'es lancé dans ce projet? Comment il s'est structuré? Comment tu as choisi ton partenaire? Alors moi j'ai commencé le NACRA 17 avec Titouan Pétard. Je faisais du NACRA 15 déjà avec lui. Euh, Après notre rencontre avec Tim Mourniac, elle est assez spéciale parce qu'en fait j'étais juste normalement là en 2021 pour le mondial à Oman pour remplacer Noah Ancien qui s'était blessé. Et c'est vrai qu'en fait quand on a commencé à naviguer ensemble, il y a vraiment eu je sais pas comment on appelle, mais un coup de cœur en gros de navigation, de philosophie de naviguer, enfin la manière de naviguer, les sensations sur l'eau et la manière de gérer un projet. Et c'est vrai qu'on s'est bien retrouvés dans ça, donc j'ai commencé à naviguer avec Tim. Et oui, du coup c'est ma première campagne olympique, donc je suis un peu impressionnée de tout ce qui se passe. Moi en fait je me nourris beaucoup de ce que je vois autour de moi, et c'est vrai qu'en équipe de France il y a quand même des grands noms qui nous entourent et qu'on croise sur les parkings. Et et c'est un challenge énorme que de représenter la France sur ce test event 2023 pour Paris 2024. Et je suis très heureuse de faire ça à mon âge et très heureuse de faire ça dans ma vie. Et je pense que j'ai une très belle équipe autour de moi, donc on va tout donner la semaine prochaine pour faire briller la France. Quand tu entends Amélie parler de l'importance du facteur humain, est-ce que tu es d'accord avec elle? Est-ce que l'entente du binôme est vraiment capitale pour performer, ou on n'est pas finalement obligé d'être copain-copine avec son binôme? C'est assez personnel, je pense que chacun pense à sa manière de penser sur ça. Mais en tout cas, moi, je suis convaincue qu'il faut être épanoui dans son projet, d'autant plus quand c'est un projet olympique, parce que
on passe quand même un temps avec la personne avec qui on navigue. Amélie, elle parle de couple et en fait c'est complètement vrai. On va passer la la plus grande partie de notre année et de nos 4 ans du coup de préparation avec cette personne. Pour moi, si je m'entends pas avec cette personne, c'est juste impossible d'aller perfer et d'aller chercher ce qu'on veut, notre objectif qui est d'aller au jeu et de faire la meilleure performance possible. Donc ouais, moi j'avais besoin de naviguer avec quelqu'un avec qui je m'entendais et c'est vrai que bah avec Tim on s'entend super bien. Dès qu'on monte sur le bateau, c'est toujours bien. Après, oui, il y a des hauts et des bas, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait plus de hauts que de bas, et du coup, bah en fait, t'as envie d'aller chercher la victoire en équipe, en équipage, et voilà. Vous avez justement, avec Tim, fait le choix en fin d'été dernier, à l'issue des championnats du monde au Canada, je crois que vous aviez pris la 12e place, de changer un peu votre cellule d'entraînement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah je te parlais d'épanouissement. C'est vrai que nous, on était dans un groupe où on ne s'épanouissait plus, voilà, qui était pas propice à la performance, en tout cas de notre point de vue, et on a décidé de le quitter. Après, c'est vrai qu'on s'entend quand même très très bien avec la Fédération française de voile. Ils nous accompagnent de la meilleure des manières. Ils ont suivi notre projet individuel, ils se sont engagés avec nous, et c'est d'autant plus gratifiant que d'avoir une fédération qui t'accompagne dans un projet qui est pas forcément la première voie, en tout cas que eux pensent pour réussir. Et donc, bah, on tient à remercier Philippe Mourniac quand même qui est tout le temps là pour aider tous les coureurs des équipes de France. Donc nous, on a choisi de partir dans un projet individuel avec un entraîneur privé. C'est vrai que ça engrange pas mal de choses parce que du coup, ça fait quand même doubler, voire tripler le budget. Mais c'est quelque chose qui nous correspond plus. Et c'est vrai qu'avec Tim, c'est une aventure quand même assez humaine de base et qu'on tient à organiser en respectant nos valeurs, nos valeurs. Ouais, tu parlais de Philippe Mourniac, c'est le directeur de l'équipe de France. Votre coach privé, c'est pas n'importe quel coach, c'est Jean-Christophe Mourniac qui est le papa de Tim. Raconte-nous un peu comment vous entraînez du coup. Est-ce que vous êtes complètement en dehors de l'équipe de France? Comment ça se passe exactement? Alors nous, on a navigué seul tout le début d'hiver, donc à Quiberon. Bon, c'était à la maison, donc nous on est toujours heureux de remonter en Bretagne. Ensuite, on s'est entraîné avec, on avait un groupe d'étrangers avec des Espagnols et des Turcs sur toute la période de Lanzarote. Et c'est vrai que maintenant on navigue seul, mais on navigue aussi avec les étrangers puisque au vu du test event, tout le monde a envie et demandeur de faire des manches. Donc tous les soirs, bah en fait, on tourne autour des bouées avec tous nos copains étrangers et c'est, je pense, un des meilleurs entraînements. Et vous avez aussi un préparateur mental, je crois, qui vous accompagne, c'est ça? Oui, il s'appelle Jean-Paul Martinet. Bah d'ailleurs qu'on partage avec Lara et Amélie. Comme ça nous permet de réduire les frais et puis d'avoir voilà quelqu'un de très bien à nos côtés. Il travaille à l'INSEP, donc il était joueur de handball, champion du monde, etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui apporte dans cette bulle de la voile une vision. Enfin, une nouvelle vision, quelque chose de frais, et c'est ce qu'on voulait, avoir quelqu'un qui venait d'un autre sport pour pouvoir nous bousculer et nous aider à progresser et à sortir de notre zone de confort. Ouais, pour finir sur ce projet, tu parlais de budget plus important. Du coup, c'est quoi le budget de votre préparation olympique et comment vous financez cette préparation olympique si vous êtes un peu en dehors du cadre équipe de France? Oui, alors nous, c'est 150 000 euros par année, par an, pardon. On a beaucoup travaillé l'hiver dernier sur la recherche de sponsors, créer du lien avec des grandes entreprises et des entreprises qui nous parlaient, qui avaient les mêmes valeurs que les nôtres et qui étaient remplies de gens assez originaux et qui nous plaisaient pour les emmener avec nous sur ce chemin olympique. Donc voilà, c'est uniquement des mécènes, des sponsors. Bien sûr, il y a les régions, Bretagne et Pays de la Loire, et nos clubs qui nous aident. Sans eux, je pense que ce serait impossible. Donc, je pense qu'on est très reconnaissant de l'aide de tous ces partenaires qui se sont engagés à nos côtés pour croire en nous pour Paris 2024. Et vous recevez aussi une aide fédérale ou c'est juste vous recevez éventuellement un accompagnement de coaching ou choses comme ça? On a 2 bateaux de la fédération, donc ce qui représente quand même presque 100 000 euros. Ensuite, on a des bourses matérielles qui sont 1 à 2 fois par an.
Donc c'est pas anodin. Ils nous aident vraiment et je pense ils sont engagés à la hauteur de chacun de nos sponsors. Donc c'est quelque chose de très très bien et on en est très content. Amélie, de votre côté avec Lara, comment vous financez un petit peu cette préparation olympique? Nous on a également comme Lou et Tim des sponsors et des mécènes. On a notamment GTM Sud, les Travaux du Midi qui ont construit la Marina Olympique tout simplement, qui est une filiale de Vinci. Et on a également la boulangère que je tiens à remercier parce qu'il me suit maintenant depuis pas mal de temps. Et voilà aussi tous les partenaires institutionnels, la région Sud, le département, nos clubs. Mais ça, c'est vrai que cette recherche de partenaires, elle est hyper importante dans notre sport. C'est un sport qui coûte cher. Voilà, la voile, c'est un sport matériel. Il faut sans cesse renouveler le matériel pour être dans l'optimisation et dans la haute performance. Donc voilà, c'est un investissement non négligeable et c'est aussi une part de notre métier en tant qu'athlète je vais pas dire qu'on découvre, mais voilà, on y va un peu en essai-erreur. C'est vrai que c'est pas en tout cas si je parle pour moi, c'est pas forcément une corde que j'avais à mon arc en tant qu'athlète, mais aujourd'hui c'est important d'être aussi une bonne communicante et de savoir bien communiquer pour donner une bonne image de ce qu'on est. Après, moi, je suis dans un fonctionnement fédéral, donc j'ai quand même un appui de la Fédé. C'est vrai qu'on sous-estime le poids de la logistique au niveau, déjà de la logistique. Ils nous mettent des camions à disposition, des remorques, mais aussi de l'appui au niveau du matériel. Moi, j'ai également 2 bateaux Fédé. Donc voilà, ça représente des coûts non négligeables et souvent on sous-estime un peu toute cette aide que la Fédé met en place pour chaque athlète et pour eux ça représente quand même une grosse somme, je pense. John, vu de l'extérieur, quel est un peu ton regard sur le pari de Lou et de Tim, un peu de sortir un peu du cadre fédéral pour aller choisir son propre cadre, son entraîneur? Quel est ton regard là-dessus? Moi, je trouve que c'est une démarche intéressante parce qu'en fait, pour être performant, effectivement, il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et je pense que si le projet leur correspond plus, ça montre déjà qu'ils prennent les rênes de leur projet, qu'ils prennent leur destin entre leurs mains. Et je pense que ça fait 80% de la performance parce qu'il faut pas oublier qu'après, pendant les Jeux, ils seront seuls sur le bateau et ce sera à eux de faire le travail. Donc, s'ils sont déjà dans cette démarche dès maintenant, je pense que c'est extrêmement positif et encourageant pour la suite. Toi, tu as vécu aussi des PO en fine. Il y a cet aspect budgétaire, il te prenait beaucoup de temps. Est-ce que c'était comment tu arrivais à financer tes saisons? Parce que c'est quand même c'est des saisons où on navigue beaucoup. Hein. Je sais pas combien de jours de navigation vous en êtes par an, mais je pense que ça dépasse les 250. Comment tu t'organisais de ton côté, John? Oui, effectivement. Donc moi, je naviguais à peu près 260 jours par an. J'ai fait un petit calcul récemment pour voir, parce que là, aujourd'hui, c'est plutôt 15 jours par an. Donc le changement est radical. Mais effectivement, la recherche de partenaires, c'était quelque chose de très important parce que la fédération, elle nous aide à la hauteur de ce qu'elle peut faire, mais ça couvre pas l'ensemble des frais, comme l'ont très bien dit Lou et Amélie. Les frais, ils peuvent être variés. Hein. Ça peut être du matériel tout simplement, mais ça peut être tous les petits extras comme le préparateur mental ou toutes les études matérielles qu'on aurait envie de réaliser. Notamment, nous, dans notre discipline, on avait la possibilité de développer le matériel. Alors, vous imaginez bien que tout ce qui est recherche et développement, tout de suite, les coûts s'envolent. Et c'est à l'époque, on avait réussi à lier un magnifique partenariat avec Dassault Systèmes qui nous avait beaucoup aidé dans ce domaine-là. Et je pense que les coureurs aujourd'hui sont à la fois des champions, des sportifs, mais aussi en quelque sorte des chefs d'entreprise. Ils apprennent à gérer la relation avec des partenaires, la relation avec leurs fournisseurs, la relation avec les différentes personnes qui travaillent avec eux au quotidien. Et je pense que c'est extrêmement formateur pour la suite. Amélie, Lou nous parlait tout à l'heure de sa préparation cette saison, qu'ils ont fait beaucoup de stages, notamment à l'étranger. Comment, toi, avec Lara, vous avez préparé cette saison, hein, qui est capitale, hein, parce que je pense que c'est à l'issue de cette année 2023 qu'on connaîtra les sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Alors un petit peu comme nous dans l'organisation, dans les destinations, c'était un peu différent parce que nous on a passé cet hiver pas mal de temps à Vilamoura au Portugal, dans le sud du Portugal, et notamment à Lanzarote sur janvier-février. On va tout simplement là parce que c'est vrai que ça peut être des conditions, ça peut être des périodes où en France ça peut être un peu compliqué de faire du volume.
Donc on a profité d'aller aux Canaries pour engranger des heures d'entraînement dans des conditions ventées. On peut bénéficier des alizés assez tôt dans la saison. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire du volume pour ensuite attaquer la saison qui a démarré du coup à Palma pour avoir des bases solides et pour être serein sur ce qu'on peut mettre en place et sur ce qu'on sait faire. John parlait de 260 jours par an à l'époque quand il faisait du film. Est-ce que vous êtes à peu près sur ces volumes-là? Alors je crois qu'il a dit 250, non? John, 250. 260, c'était. 260. 260. Franchement, il faudrait que je reprenne un calendrier, mais c'est sûr que moi, je suis en plus sur CLGP en même temps. Je pense que l'un dans l'autre cumulé, oui, ça représente beaucoup de jours sur une année, oui, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, je pense que il y a quelques années de ça, c'est vrai que la voile c'était peut-être un petit peu moins professionnel. Maintenant, on sent que voilà la démarche des athlètes, de l'encadrement, voilà, ça s'est énormément professionnalisé et du coup, on passe énormément de temps sur l'eau pour aller chercher de la haute performance, quoi, tout simplement. C'est un métier à part entière, hein, ne l'oublions pas. Vous, de votre côté, Lou, vous avez plutôt bien démarré la saison. Hein. Je crois que vous faites une 5e place à Palma, une 6e place à la semaine olympique française de hier en gagnant la médaille race. Comment tu juges un peu vos résultats sur cette première partie de saison? On est très content. Ça veut dire qu'on s'est bien entraîné cet hiver. Content de remettre un bateau français aussi dans les 5 premiers et en medal race sur une régate de Nacra 17. Et puis c'est vrai que c'était 2 épreuves importantes sur ce début de saison pour cette campagne olympique. Donc on a décroché notre ticket pour le test event sur Palma avec une très belle medal race où on fait 3e. On s'est battu vraiment avec les étrangers, c'était très chouette. Et puis hier, on a eu des hauts et des bas à la SOF. C'est vrai qu'on a été 2e à un moment pendant la semaine, on a redescendu 10e. Et puis se battre sur les derniers jours pour grappiller des places et gagner une medal race qui nous permet d'atteindre la 6e place. Donc on reste dans le jeu et je pense qu'on est très content de ce début de saison. Rien n'est joué, il va falloir rien lâcher jusqu'à la fin de cette campagne olympique. Lou et Amélie aussi d'ailleurs, vous avez une grosse concurrence interne en équipe de France, hein, avec face à vous notamment deux mastodontes, on va les appeler comme ça, de la voile française. Billy Besson en Accra 17, quadruple champion du monde, qui est désormais associé à Noah Ancien. Charline Picon, médaillée d'or de planche à Rio, puis d'argent à Tokyo, qui s'est lancée dans le pari de disputer les JO à Marseille en 49er FX. Comment chacune vous gérez cette concurrence avec des fortes personnalités face à vous? On va continuer avec toi, Lou. Vous avez face à vous en concurrence pour décrocher une place au jeu Billy Besson et Noah Ancien. Je pense que avec Tim on aborde ça assez simplement. Voilà, on a des concurrents qui sont de taille. On fera notre chemin. Après on fera du mieux qu'on peut. Si on est devant eux, ce sera magnifique. Et si on est derrière eux, on espérera que le Nacra 17 ira performer sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est à la maison, donc je pense que tout le monde a une attente assez haute pour les résultats qu'il y aura là-bas. Après, on espère quand même que on sera les représentants de la France aux Jeux Olympiques. Et voilà, donc on met en place tout le travail qu'on peut faire est bien. Et justement, notre projet individuel n'est pas anodin par rapport à ça. On essaye de naviguer avec nos valeurs et de naviguer comme on l'entend et de gérer un projet olympique de la meilleure des manières pour nous-mêmes. D'accord. Du coup, vous entraînez pas du tout avec eux? Non. Amélie, de ton côté, comment ça se passe? Vous avez, comme je disais, donc en 49er FX, Charline Picon a fait le pari de tenter de se qualifier pour les Jeux aux côtés de Sarah Steyert. Quand on parle de Charline, on parle d'une double médaillée olympique qui prend forcément de la place médiatiquement. Il y a des articles beaucoup d'articles qui sont consacrés à son pari. Comment toi tu vis un petit peu cette concurrence interne et cette peut-être surexposition médiatique peut-être par rapport à vous? Alors moi, je vais être complètement honnête. Tout le côté médiatique, tout ça, ça m'impacte pas du tout. Le nerf de la guerre, ça se passe sur l'eau, ne l'oublions pas. Et pour moi, avoir de la concurrence, c'est hyper important.
Voilà, ça permet quand même d'aller chercher toujours plus et jamais rester dans cette zone de confort. Et il faut aussi ne pas se tromper de combat. Oui, forcément, il y a de la concurrence en interne chez les Françaises, mais avant tout, il y a 20-30 autres nations à battre. Et je pense que c'est le premier combat qu'il faut gagner, quoi. Donc voilà, il faut pas se noyer dans ce combat franco-français. C'est vrai qu'il y a eu des exemples dans le passé, et moi je suis pas du tout de cette vision-là. Je suis avant tout, ça reste un bateau comme un autre, comme ça peut être des Brésiliennes, une Hollandaise. Voilà, c'est un bateau comme un autre, et voilà, moi je le prends comme ça, et pas du tout à rentrer dans cette rivalité franco-française. John, quel est ton regard, toi, justement, il y a quand même une très forte densité en équipe de France, hein, qui est sur quasiment tous les supports, avec tout le monde qui a bien évidemment envie de décrocher l'unique ticket olympique par série. Comment, toi, de ton expérience, comment ça doit se vivre une concurrence comme ça au sein de l'équipe de France même? Bah moi, pour mon avis personnel, je pense qu'il y a absolument pas d'histoire d'attendre son tour. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont fait des résultats avant qu'il faut attendre son tour pour pouvoir aller au jeu. Je pense que ça se joue surtout à l'envie. Et je pense qu'aujourd'hui, Amélie et Lou nous montrent clairement qu'elles ont envie d'y aller. Et je pense que c'est ça le plus important. Il n'y a pas d'histoire d'âge, il n'y a pas d'histoire d'expérience. Les jeux, il faut y aller, il faut avoir envie, et c'est ce qui fait qu'on peut faire une belle performance là-bas. Et est-ce que selon toi, le fait qu'elle soit sélectionnée pour le test event de Marseille, c'est déjà un premier pas, un premier avantage qu'elle marque par rapport à cette concurrence franco-française? Oui, j'en suis convaincu. Si je prends l'exemple pour moi de Weymouth, effectivement, avec Thomas Le Breton à l'époque, c'était extrêmement serré entre nous la qualification. J'ai eu l'opportunité et la chance de participer au test event. C'est une chance que j'ai vraiment voulu saisir, et j'ai terminé deuxième sur le podium au test event, juste derrière Ben Hensley à l'époque. Et je pense que ça a joué pour beaucoup dans ma sélection après pour les Jeux, parce qu'en fait, si on est performant sur le plan des Jeux, c'est avant tout ce qu'on nous demande, hein. L'essentiel, c'est de gagner de médailles à Marseille. Si on fait pas de médaille sur les autres plans d'eau, c'est un petit peu moins grave. Mais si elles ont l'opportunité sur le test event de prouver qu'elles sont de la partie, et qu'elles sont parmi celles sur qui il faut compter, je pense que ça peut peser dans la balance. Bon, on va justement leur demander, Lou, est-ce que la pression, est-ce que tu sens que la pression est importante sur cette épreuve? Est-ce que tu as l'impression que avec Tim vous jouez gros justement dans la perspective de Paris 2024? J'ai pas l'impression d'avoir de stress par rapport à un résultat, ou même par rapport au fait que la fédération va apporter un regard très important dessus. Moi, c'est plutôt personnel. Voilà, j'ai envie d'aller performer sur ce test event, et j'ai envie qu'avec Team on continue notre saison sur la bonne lancée, et sur la manière dont on l'a commencé. Après, forcément, le premier jour, je vais stresser. Moi, en fait, je fonctionne aussi beaucoup au stress, c'est-à-dire que tant que j'ai pas mis mon chrono et que j'ai pas appuyé sur les 5 minutes, je vais être très stressée. Et puis ensuite, on nous demande juste de faire ce qu'on sait faire. Et je pense que la base, enfin, de ce que j'ai entendu en tout cas, parce que du coup, j'essaye de beaucoup discuter avec ceux qui sont allés au jeu, ceux qui ont fait des test events, etc. Il faut pas surjouer. Voilà, on va pas refaire notre manière de naviguer. On ira avec nos armes et on se battra avec. Donc voilà, faire simple, être accompagné d'un préparateur mental pour lâcher tout ce qu'on a à lâcher, et voilà, d'être bien dans sa tête, et bien dans ses baskets, et on fera enfin, du meilleur qu'on peut. Et toi, Amélie, comment tu abordes cette compétition? Est-ce que tu as l'impression que vous jouez gros sur ce test event olympique? Lou, elle a plutôt bien résumé. Alors jouer gros, pour moi, ça me paraît quand même un mot assez lourd. Ça reste un championnat. Oui, c'est sûr, c'est une épreuve majeure de notre saison, mais le contexte un petit peu à terre, il est quand même différent de ce qu'on peut rencontrer. Mais comme elle a dit Lou, hein, dès qu'on lance nos chronos, dès qu'on lance nos 5 minutes, on nous demande de faire la même chose, quoi. Donc voilà, c'est y aller avec nos compétences qu'on aura la semaine prochaine, et donner 120%, quoi. Ce qu'on va nous demander de faire sur l'eau, c'est comme d'habitude. Donc c'est pas surjoué, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté
médiatique qui rajoute peut-être un petit peu plus de pression, mais voilà, faut faire abstraction, je pense, entre l'aspect sportif qui se déroule sur l'eau et l'aspect à terre, qui sont pour moi complètement différents, quoi. Un petit mot, Amélie, sur ce plan d'eau olympique de Marseille. Quelles sont un peu les caractéristiques de ce plan d'eau? Il y a plusieurs rondes de compétition. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les conditions sur place? Ouais, il y a plusieurs ronds de compétition. Il y a 4 ronds. En fait, si j'avais à décrire la rade de Marseille, c'est un plan d'eau hyper changeant. Du matin à l'après-midi, ça peut être complètement des conditions différentes. On peut se retrouver dans des journées où on doit attendre énormément parce que le vent rentre tard en fin de journée. Donc en fait, il faut vraiment être assez flexible, assez adaptable. Voilà, ne pas rentrer dans j'ai ma manche à 13h, bon ben c'est sûr à 16h je serai rentrée à terre. Non, faut quand même garder un petit peu de souplesse parce que c'est un plan d'eau techniquement qui est hyper exigeant et qui est très changeant, quoi. Donc voilà. Donc moi à Marseille, j'ai qu'une philosophie, c'est tout le temps à gauche, sauf quand il y a plus de vent à droite. Lou, est-ce que c'est la même philosophie pour toi? C'est vrai que ça me fait rire, c'est vrai que c'est un peu vrai. Mais nous, on est des supports à foil, donc c'est vrai que Marseille pour nous c'est très très très, on va dire spécifique, spécial et assez compliqué. Je pense que, comme dit Amélie, on va tous partir sur l'eau et en fonction du rond sur lequel on sera en course, je pense qu'on peut faire un débriefing le soir. On n'aura pas tous eu tous les mêmes journées. Il y en a qui vont avoir 18 nœuds, mer plate, etc. Ça va être super vers les calanques, vers les goudes. Et puis il y en a qui auront un 6-8 nœuds avec gros clapot à côté de la corniche de Marseille. Donc faut être prêt à tout, faut de la polyvalence, faut arriver frais mentalement et physiquement. Et voilà, je pense que ça va être une longue semaine, mais une semaine magnifique en baie de Marseille. Et est-ce que vous arrivez avec Tim avec un objectif sportif précis? Est-ce que vous vous dites il faut qu'on fasse un top 5, il faut qu'on fasse un top 3? Est-ce que dans la tête il y a un objectif que vous êtes fixé? Ouais, forcément. Je pense que quand on veut aller aux Jeux Olympiques, quand on rêve d'une médaille, on peut pas arriver sur une régate et arriver sans objectif. Ça me paraît un peu compliqué. Nous, notre objectif, c'est d'aller jouer dans les 5 et ensuite d'aller chercher le podium si on en est capable sur cette semaine et j'espère qu'on en sera capable parce qu'on a fait des belles manches avec les étrangers sur les coachs regatta. Maintenant, faut être patient, faut attendre que la semaine arrive et jouer nos cartes du mieux qu'on peut. Et est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de la concurrence? On parle beaucoup des Italiens qui sont champions olympiques en titre, mais il y a pas que les Italiens. Qui sont vos principaux rivaux? Ouais, alors les Italiens qui vont être au Test Event, ce sera pas les champions olympiques, ce sera les plus jeunes Ouais. des Italiens, mais qui sont quand même vice-champions du monde et vice-champions d'Europe. Donc voilà, les trois Italiens seraient médaillables au jeu, donc c'est assez impressionnant. Ensuite, il y a l'Anglais qui a gagné les 2 premières régates de la saison, qui est à mon avis le bateau polyvalent de la flotte, assez impressionnant aussi. Mais sinon, il y a d'autres personnes comme d'autres équipages, pardon, comme les Finlandais, qui je pourrais dire d'autres nations comme ça qui sont en train d'émerger et qui ont déjà fait des podiums sur les mondiaux de l'année passée, qui sont aussi en train de monter en puissance. Et puis il y a nous aussi qui sommes rentrés dans les top 5, etc. Je pense que la flotte est de plus en plus homogène et que du coup, comme on a vu hier sur la SOF, un champion olympique peut ne pas faire de medal race maintenant en Accra 17. Donc voilà, c'est assez excitant de se dire que tout peut se passer, tout peut arriver et que toutes les portes sont ouvertes pour tous les équipages. Ouais, effectivement, les Italiens, je crois que ça sera ceux qui seront présents à Marseille, c'est Gianluigi Ugolini, Maria Giubilei, si je me trompe pas, qui est les champions olympiques en titre, étant Ruggiero Tita, Caterina Banti. Amélie, de ton côté, Lou parlait de top 5, voire de podium. Quel est un peu votre objectif sur ce test event marseillais? Nous, ce sera, je pense, de rentrer en medal race et d'aller chercher un top 8. C'est vrai que comme elle a dit Lou, c'est important de se mettre des objectifs chiffrés. Souvent, ça peut être apparenté à une pression supplémentaire de se dire voilà, je me suis mis un objectif, il faut rentrer absolument.
Mais voilà, je pense que en tant que sportif de haut niveau, faut qu'on soit complètement à l'aise avec ses objectifs. Faut pas que ça nous rajoute un surplus de pression. C'est des points d'étape. C'est pour être sûr aussi avec mon binôme, avec Lara, qu'on soit voilà sur cette même longueur d'onde. Donc c'est important de passer par des objectifs chiffrés sans forcément que se rajouter une pression supplémentaire. Et ben nous aussi on a de la concurrence, hein. On a la brésilienne qui est double médaillée olympique. Il y a la hollandaise qui est maintenant fortement implantée dans la hiérarchie en 49er et d'autres équipages aussi émergents comme la suédoise, la belge qui commence à bien tourner de manière solide. Donc voilà, il va falloir tout donner pour aller accrocher cet objectif. John, du haut de ton expérience olympique, rappelle médaillé de bronze aux Jeux de Londres en film, quel conseil tu donnerais à Lou et à Amélie au moment d'aborder ce test event? Bon, le seul conseil que je peux leur donner, elles savent très bien ce qu'elles ont à faire, hein, mais le seul conseil que je peux leur donner, c'est vraiment de se battre sur chaque manche, essayer d'aller chercher chaque bateau. Parce que comme le disait très bien Amélie tout à l'heure, ça peut jouer à un petit point à la fin. Et donc le seul conseil que je leur donne, c'est de vraiment jamais baisser les bras. Tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Donc accrochez-vous les filles, on est derrière vous. Et on sera à l'issue de ce test event olympique de Marseille, on sera à 1 an pile du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024. Quel conseil tu leur donnerais au moment d'aborder cette dernière année olympique, quelle est la meilleure manière de préparer cette dernière année selon toi? Effectivement, cette dernière année, elle est particulière parce qu'il va y avoir à la fois déjà la sélection qui va être annoncée, mais surtout il va y avoir aussi quelque chose de très différent à gérer. C'est qu'une fois qu'on est sélectionné au jeu, le statut change brutalement. Et il faut aussi gérer cette attente. Et vous allez avoir à gérer l'attente de votre famille, vous allez avoir à gérer l'attente de tous les gens autour de vous, et puis vous allez aussi avoir à gérer l'attente simplement d'attendre l'événement. Pour lequel vous vous êtes préparé et auquel vous avez absolument envie de participer. Donc, je pense que le vrai challenge de la dernière année olympique, il se joue dans les derniers mois avant les Jeux. Là, il faut réussir à être calme, à être patient, à réussir à continuer à travailler dur et à essayer de se concentrer sur soi et de se rappeler que les Jeux, vous le faites avant tout pour vous et que ce sera à vous de jouer quand vous serez sur le plan d'eau. Donc, faites ce qui vous paraît bon pour vous. Bon, les conseils vont être pris. Amélie, Lou, justement, est-ce que vous avez une idée du moment auquel sera annoncée la sélection dans vos classes respectives, parce que c'est pas forcément tout d'un coup. Et est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui vont entrer en jeu dans cette sélection d'ici à la fin de l'année? On va commencer avec toi, Amélie. Oui, il y aura forcément d'autres épreuves. Après, ça c'est de l'ordre du confidentiel, donc je pourrais pas trop évoquer tous les tenants et aboutissements, mais voilà, on aura une vision d'ensemble je pense début janvier 2024. Et voilà, avant ça, il y aura des épreuves qui seront prises en compte dans la sélection. Ouais, des épreuves on peut quand même citer les épreuves parce qu'il y a notamment les championnats du monde World Sailing qui ont lieu cette année aux Pays-Bas si je me trompe pas, un championnat d'Europe pour vous en 49er FX et qui sera d'ailleurs en Accra 17 également. J'imagine que ça fait partie des épreuves qui vont être scrutées de près. Oui, probablement. Comme c'est sûr, on a un championnat du monde, on a un championnat d'Europe. Ensuite, on a de nouveau un championnat du monde. Donc, oui, ce sera forcément des épreuves qui seront regardées. Mais après, voilà, comme je vous l'ai mentionné, ça reste du vaste clos de la fédération et voilà. On sait que la Fédération française de voile est toujours très discrète au moment d'évoquer les critères de sélection. Lou, pour toi, les prochains rendez-vous après le test event de Marseille, ce sont les mêmes qu'Amélie? Oui. Ouais, c'est plutôt les mêmes. Championnat d'Europe, championnat du monde, et puis ensuite nous on aura une pause hivernale, un travail hivernal, et puis ça repartira sur la même danse que celle de cette année, comme chaque année, Palma, La Sof et voilà.
Amélie, à côté de cette préparation olympique, tu fais partie de l'équipe de France de SailGP. Tu as été aussi sélectionnée au sein des 8 femmes appelées à préparer la Women's America's Cup, la première Women's America's Cup à l'automne 2024 à Barcelone. Est-ce que tu as le temps de te consacrer cette année à ces autres projets ou ça va être tout pour les Jeux? Là pour être honnête, là du coup je fais le test event et du coup 2 jours après je m'envole pour Los Angeles pour faire l'épreuve de Los Angeles avec l'équipe française. Donc je vais faire moins d'épreuves pour CLGP sur cette fin d'année 2023 puisque voilà, il faut mettre le curseur sur moi je souhaite mettre le curseur sur mon projet olympique, ça me paraît important, c'est les derniers mois qui vont être assez importants, donc voilà, je vais quand même à Los Angeles, mais je ferai beaucoup moins d'événements sur cette fin de saison 2023. Et pour la Women America's Cup, on va faire une épreuve en 69F, donc je vais faire un petit peu quand même un petit peu d'événements pour eux, mais je m'implique dans le projet, mais voilà, je reste concentrée à 100% sur mon projet olympique. En fait, d'avoir tous ces projets, c'est bien pour moi, ça me permet chaque expérience, chaque projet peut s'enrichir mutuellement, mais je pense que ce qui est important pour moi, pour pas me perdre, c'est de savoir mettre les curseurs au bon moment sur tel ou tel projet sur une période donnée, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et quand je parle de curseur, c'est pas je fais de la voile olympique et j'oublie complètement le reste, je fais du CLGP et j'oublie complètement le reste. Non, c'est mettre des pourcentages répartis de manière objective pour les projets les plus importants sur l'instant donné. Lou, de ton côté, de votre côté avec Tim, c'est tout pour les Jeux ou est-ce que toi tu as aussi d'autres projets à côté? Je crois que tu faisais partie, tu as participé aux sélections pour le défi Orient Express Racing Team. Est-ce que tu as envie tu vas faire d'autres choses à côté ou c'est vraiment la PO et rien d'autre? Moi, mon objectif premier, et j'ai été assez clair parce que du coup j'ai fait les sélections aussi pour la Women's America's Cup, c'est vraiment d'aller au jeu et de ramener une médaille pour la France, la plus belle qui soit. C'est mon premier rêve et mon premier objectif, donc j'ai envie de l'atteindre. Ensuite, j'ai toute la vie devant moi pour faire plein d'autres projets, mais voilà, c'est vraiment mon objectif premier en ce moment et c'est ce qui m'anime tous les jours quand je me lève. Et j'ai envie d'aller décrocher cette sélection, j'ai envie d'y aller avec Tim. Voilà. Je suis contente de faire ça tous les jours. Après, si comment dire, la Coupe de l'América pour les femmes s'ouvre à moi, bah pourquoi pas. Mais pour l'instant, on est quand même dans une période qui est assez importante et charnière sur cette Olympiade. Donc toute mon énergie et 100% de ma personne est tournée vers l'olympisme. Bon, tu n'as effectivement que 21 ans, donc toute la vie devant toi. John, justement, quand on prépare quand on fait une préparation, on suit une préparation olympique, est-ce que c'est quand même bien d'aller voir de temps en temps un petit peu ailleurs, d'avoir d'autres petits projets parallèles ou selon toi, est-ce qu'il faut se consacrer à 100% à cet objectif olympique? Je pense que ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre des gens, et puis ça va aussi dépendre des supports. Nous, par exemple, en FIN, il y a que en faisant du FIN qu'on fait du rappel. Donc, c'était assez compliqué pour nous d'aller nous entraîner sur d'autres supports parce qu'en fait, on retrouvait pas cette implication physique qui nous permettait d'être performants au quotidien. Mais dans le cas de Amélie, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir se nourrir de l'expérience des autres et puis aussi voir si elle peut récupérer des informations ou des choses qui peuvent l'aider dans son projet actuel. Mais je pense, comme elle nous l'a très bien dit, elle sait que l'important c'est les jeux et elle a envie de relever ce défi-là. Donc elle saura choisir les événements à faire ou non tout au long de l'année. Très bien. John, on va parler un peu de ta reconversion pour finir cet épisode. Tu as donc mis un terme à ta carrière olympique à l'issue de la dernière Olympiade. Hein. Tu n'as pas participé aux Jeux olympiques de Tokyo. De quoi est faite la vie de Jonathan Laubert aujourd'hui? La vie de Jonathan Laubert aujourd'hui, elle est faite de plusieurs choses. Bon, moi, j'ai repris mes études. Là, je suis en train de terminer un master en management que je fais à l'EM Lyon. Donc j'aurai terminé d'ici quelques semaines. Et en parallèle de ça, maintenant, je donne des conférences en entreprise.
J'interviens sur les thématiques autour de la collaboration et de la prise de décision. Je me nourris beaucoup de mon parcours de sportif de haut niveau, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, on a vraiment ces multiples casquettes qui nous permettent d'avoir un discours qui peut être super intéressant dans les entreprises et notamment auprès des managers et des chefs d'entreprise. Et je garde un petit peu de voile. Il m'arrive de coacher un petit peu. Et puis cet été, là, j'ai eu l'opportunité d'aller découvrir un petit peu le plan d'eau sur lequel Amélie et Lou vont aller courir le championnat du monde parce que j'ai participé au sein d'un équipage de Singapour au mondial SB20 il y a quelques semaines. Donc ça, c'était sympa. Ça m'a permis de retourner un peu sur l'eau. Et là, je vais faire un petit peu de Cape 31 avec un équipage anglais début septembre. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder un pied dans le bateau, continuer à me faire plaisir et à naviguer avec des gens et sur des bateaux que j'aime. En général, j'essaie plutôt d'être positionné sur des postes de tacticien ou de régleur de grand voile. C'est plutôt ces postes-là qui m'intéressent. J'ai pas envie de me retrouver à tourner des manivelles. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir. Et est-ce que tu seras à Marseille pour suivre Lou, Amélie et les autres? Alors effectivement les filles, bonne nouvelle, je serai à Marseille cette semaine. Justement, je viens donner une conférence chez CMA CGM, donc j'aurai peut-être l'occasion de venir vous voir et de vous faire un petit coucou vendredi en fin d'après-midi. Bon, très bien. Lou, Amélie, pour finir, est-ce que vous avez déjà une visibilité de votre côté sur l'après Paris 2024? Est-ce que vous avez des envies particulières? On va commencer avec toi, Amélie. C'est loin ça, hein. C'était loin et en même temps pas loin. Ouais, moi forcément, je vais tout faire pour continuer d'être impliquée dans la Women America's Cup. Donc ce sera après les Jeux, donc j'espère faire partie de ce projet jusqu'au bout. Donc forcément ce sera un premier projet après les Jeux. Et honnêtement, non, j'ai pas autant de visibilité. Je suis plutôt du genre à un peu m'inquiéter de la suite et de savoir qu'est-ce que je vais faire dans 1 an, 2 ans, mais ma mère m'a toujours dit la vie est faite d'opportunités qui te permettra de rebondir. Donc voilà, j'essaye de la croire et de rentrer dans cette philosophie pour pas être trop stressée par l'avenir et pour croire en les rencontres surtout. Bon, effectivement, les opportunités sont plutôt ouvertes à toi ces derniers temps. Lou, de ton côté, est-ce que tu te vois parti comme John ou d'autres avant toi sur plusieurs préparations olympiques, ou est-ce que tu aimerais faire d'autres choses? Je sais que tu avais tâté de la course au large et du Figaro en faisant le Tour de Bretagne il y a quelques années avec Guillaume Farcy. Est-ce que c'est une option ou tu préfères rester sur cette voie olympique? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la course au large. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'olympisme, c'est qu'on peut rentrer dormir dans son lit. Et ça n'a pas de prix. Donc, je pense que je vais continuer en olympisme. J'espère en Accra 17. Et puis, si jamais il y a des opportunités, parce que c'est vrai qu'il y a la coupe. Enfin, il y aura, en fait, tout va s'ouvrir une fois qu'on aura fini notre épisode olympique, nos 4 ans de préparation. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Amélie. Ça paraît loin parce qu'en fait, on est lancé dans quelque chose de très dense. Et du coup, si on se mettait à penser à tout ce qui allait arriver après, je pense qu'on n'aurait pas assez d'énergie pour faire ce qu'on fait maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses après. Et puis, si tu fais les Jeux, si tu fais une bonne place, je pense que tu as des rencontres, tu as des appels, et c'est vrai que ça peut aller très vite. Donc, non, j'ai pas non plus cette vision aussi lointaine. Bon, très bien. Et on rappelle que les Jeux en 2028 auront lieu à Los Angeles. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris du temps pour participer à cet épisode. Je pense qu'Amélie et Lou vont rapidement retrouver leur bateau respectif sur le plan d'eau de Marseille. John qui sera sur place donc vendredi pour suivre les régates. Merci à tous les trois. On vous souhaite un très bon test event. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 126e épisode de Pause Report. Merci, bonne journée. Au revoir. Salut. Merci, bonne journée, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!